Vu les origines bretonnes, la question qui se pose, puisque le foot en France a souvent été très breton avec Le Graët, quelle est votre vision de Le Graët et vos rapports avec lui? Parce que en fait, certains ont pu dire que vous avez été à un moment donné, quelque part, un bébé Le Graët. Ah bah, on se connaît depuis longtemps, ça c'est sûr. Je suis originaire de Guingamp, j'aime le foot. Oui, on se connaît depuis vraiment longtemps. J'ai travaillé avec lui pendant 5 ans. J'ai fait ma vie professionnelle moi-même le reste du temps. C'est quelqu'un avec qui j'ai eu des relations très proches, des conflits. Aujourd'hui, on s'est retrouvés. Je suis parti de la Fédé, on était en désaccord, et puis un peu de temps a passé, on s'est revus. Parce que c'est quand même un usage, une façon de gouverner, Le Graët, qui est pas, sur sa dernière partie de mandat, qui est peut-être pas un exemple, Ça s'est j'imagine. terminé de façon catastrophique. Ça s'est terminé dans de mauvaises conditions. Ça s'est aussi terminé sur des accusations qui ont été démenties depuis par la justice. Mais c'est aussi une période où la fédération fonctionnait bien et une période où l'équipe de France performait. Il y a un bilan qui est plutôt un bilan positif de son action à la fédération. Aujourd'hui, il vous Ah oui, soutient? Il me soutient, oui. Il l'a dit assez nettement. enfin, oui, enfin bon, un bilan positif, je le conteste. Et quant à ce qu'a dit la justice, on peut respecter. Néanmoins, le travail des journalistes, c'est également de mener des enquêtes et d'entendre les témoignages. Et je n'oublierai jamais ce que j'ai entendu et ce que les femmes m'ont dit de lui. Après, si elles ne sont pas allées parler devant la justice parce qu'elles avaient peur pour leur carrière professionnelle ou ou pour je ne sais quoi, effectivement, leur carrière ou ce qu'on allait dire, ou parce que beaucoup n'étaient pas sûrs qu'il allait prendre un coup de chausson et donc ça les embêtait un petit peu. Mais les enregistrements, je les ai, les témoignages, je les ai, et donc non, ça ne s'est pas bien terminé. Et oui, c'était catastrophique. Et en Bon, deux- sur la fin du mandat, je vous rappelle que c'est le moment où moi je suis parti. Ah oui, En mais revanche, vous êtes pas lié à ce qu'il a fait, j'espère bien. en revanche, sur les décisions de justice, moi je les respecte et je juge pas à la Mais même Oui, en dehors alors, de ça, donc on avance, faut qu'on parle je du prends programme. juste un point sur la façon de gouverner, parce qu'en dehors de ces affaires qui finalement, donc effectivement, ont été actées comme non-lieu, hein, c'est ça, il y a un non-lieu de la part de la justice. Il y a le management aussi à la Fédé qui a été très rude et très dur, notamment avec Florence Ardouin. Donc c'est parce qu'il y a eu l'opposition entre les deux, mais il y a ça. Donc pour les salariés de la Fédé et puis vous êtes le candidat à la présidence, c'est important de voir que vous êtes en désaccord. Vous étiez en désaccord aussi avec Florence Ardouin à ce moment-là. J'étais en désaccord avec une manière globale de manager la Mm. Fédé. Ouais, c'est effectivement ce qui s'est manifesté à ce moment-là. J'étais aussi en désaccord avec un certain nombre d'orientations de fond dont on va reparler aujourd'hui, notamment sur la place du football amateur dans la manière de voir l'orientation fédérale. Donc oui, ça fait effectivement partie des sujets. Alors, vous passez vos journées sur le terrain à rencontrer des patrons de clubs, on va dire à rencontrer le foot amateur. Qu'est-ce que vous leur dites? Pourquoi vous voulez être président alors? Je leur dis que d'abord, cette candidature, pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pas la candidature d'un homme, c'est la candidature d'une équipe et d'une équipe qui veut représenter tout le football français. On a construit la liste de manière originale, avec des présidents de clubs pro, on en retrouve sur l'autre liste, des présidents de ligue et de district, on en retrouve sur l'autre liste également. Mais on a des présidents de clubs de niveau régional ou départemental, ceux qui vont voter demain. On a un joueur de foot professionnel en activité. Benjamin On a André? Oui, absolument. On a un président de club de futsal. On veut représenter toute la diversité du foot au travers de cette liste. Et le message qu'on veut passer, notamment aux clubs amateurs, c'est que ce vote, c'est l'occasion pour eux de peser sur les décisions fédérales et de commencer à modeler la politique fédérale et notamment la politique qui s'adresse à eux. Et qu'est-ce qui ne va pas alors? Si vous deviez mettre en avant quelques points qui, aujourd'hui, dans la politique fédérale que vous voulez changer, qu'est-ce que vous changeriez là? Le terme, pour résumer tout ça, c'est couper du terrain. Couper du terrain parce que la Fédé fonctionne de manière trop centralisée, y compris par rapport aux ligues et aux districts à qui elle ne laisse pas assez de marge de manœuvre. Trop couper du terrain parce que les dispositifs sont tous trop complexes pour les clubs, qu'on parle de réglementation, qu'on parle d'aide. Trop couper du terrain parce que les clubs vont donner leur avis demain en votant pour le président de la fédération et que dans le système qui a été pensé par Philippe Diallo et son équipe, on ne les reverra pas pendant 4 ans
Pendant 4 ans, ils seront à nouveau complètement réduits à la portion congrue. Et dans 4 ans, on leur demandera de revoter pour le président de la Fédé sans qu'ils comprennent davantage l'enjeu de l'élection. Et est-ce qu'il y a une question de redistribution aussi plus importante d'argent au foot amateur? Alors j'ai Parce des que, chiffres Flo, là-dessus. ça, c'est un... Aujourd'hui, il y a un budget de 283 millions à la Fédé. Sur le site officiel de la Fédé, Ouais, c'est vous avez de détaillé. la chance d'avoir des chiffres, d'ailleurs, je suis très intéressé. Bah, ils sont sur le site. Moi, j'ai pris les chiffres du site de la Fédé. Alors, oui, bon. mais... Et les chiffres disent que sur ces 283 millions, 103 sont reversés au club, au foot amateur. Ouais. Alors, est-ce que c'est... Vous en doutez? Non, je suis sûr que c'est pas le cas. Ah, c'est pas le cas. Oui. Ah, ces chiffres sont faux. Non, c'est pas qu'ils sont faux, c'est qu'on y met à peu près ce qu'on a envie d'y mettre. Donc vous avez, c'était normal. On peut peut-être considérer que 103 sur 283, c'est pas assez aussi. Le débat peut se poser surtout au regard de l'évolution des ressources de la Fédé, effectivement. Mais au-delà de ça, vous avez dans ces dépenses, des dépenses qui sont peut-être parfaitement légitimes, mais qui ne sont pas du tout destinées au football amateur. Quand on crée une ligue de football féminine professionnelle, qui s'appelle professionnelle, il y a essentiellement des clubs professionnels, qu'il y a des sommes qui sont versées à la Fédé, par la Fédé à cette ligue, j'en conteste pas la légitimité. Que ça compte sur le budget du football amateur, c'est quand même un peu paradoxal. Mais donc, ça veut dire que sur les 103 millions, il y a une partie, donc contester un peu l'origine, disons, on pourrait les répartir différemment, mais est-ce que vous pensez qu'il faut donner plus? Parce que les clubs réclament plus. Oui, bien sûr. Parce qu'on dit souvent, l'équipe de France marche, il y a, on l'a dit, un budget énorme, il y a de l'argent, mais on n'en voit pas vraiment la couleur dans les clubs amateurs. Alors oui, donner plus, mais surtout donner mieux, parce que il y a beaucoup d'effets d'annonce qui circulent sur des montants globaux d'augmentation des aides. C'est pas tellement le sujet en fait. Le sujet, c'est pourquoi faire. Et nous, nos idées, c'est sur la manière dont on peut aider les clubs amateurs. Donc vous pensez que par exemple Philippe Diallo, puisque vous disiez coupé du foot amateur, son équipe et Philippe Diallo sont moins à même que vous, qui connaissez le terrain, qui avez des gens sur votre liste qui sont dans ce cas aussi, de répartir ou d'argumenter pour faire en sorte que le foot amateur vive mieux? Je pense qu'en tout cas, on est beaucoup plus enclin à faire évoluer un système qui n'est pas celui qu'on a pensé. Et donc, effectivement, à modifier la manière dont la Fédé se positionne vis-à-vis des clubs. Alors, à chaque fois qu'il y a une élection à la Fédé, de toute façon, c'est un peu toujours pareil. Il y a l'argent, il y a le foot amateur, et en gros, c'est comment on prend la passerelle entre la caisse et le foot amateur. Et évidemment, il y a eu l'époque où celui qui était en place, s'il distribuait comme il faut, que ce soit un peu de sous, quelques sacs de ballons, un J7 et des chasubles, il se mettait bien par rapport à ceux qui ensuite allaient voter. La campagne tournait un petit peu autour de ça. Et tout ce qui était les problèmes de la vie du foot amateur, soit on les niait, ou carrément, il arrivait qu'on n'en parle pas du tout. Moi, j'ai commencé l'after il y a 18 ans. Je crois que la première fois qu'on a accepté de parler de violence dans le foot amateur, c'est au bout de 10 ans, parce qu'on disait toujours, c'est pas vrai, il n'y a pas de dénonciation, on n'en parle pas, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Or, aujourd'hui, je sais que les deux candidats, donc vous et Monsieur Diallo, vous êtes très conscients de ça. Je pense que les gens que vous rencontrez sur le terrain vous le disent, l'un des problèmes majeurs du foot amateur, c'est la violence. Avec la violence à côté, en parallèle, il y a tous les problèmes de séparatisme qui sont mentionnés dans divers rapports du Sénat, dont un déjà qui date de 2014, donc déjà il y a 10 ans. Et tous ces problèmes-là, les présidents de Fédé mettent toujours sous le tapis. Qu'est-ce que vous savez de ces problèmes-là? Est-ce qu'on peut les résoudre? Est-ce que c'est le patron de la Fédé qui va les résoudre, ou est-ce que c'est un truc qui est lié à la France et que donc il va falloir se tourner vers le ministère, les préfets? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? C'est un peu les deux, en fait. Alors, les problèmes de violence, c'est bien beau d'en avoir conscience, mais encore faut-il vouloir véritablement les régler. La Fédé ne peut pas les régler tout seul, c'est une évidence, mais elle peut conduire des actions qui permettent de les juguler. En étant d'abord plus au soutien des clubs, parce qu'en avoir conscience, c'est très bien, agir, c'est mieux, en formant les bénévoles, les dirigeants, les Pierre, il faut vous mettre bien en face du micro, sinon le message passera pas bien. En formant les bénévoles, les dirigeants, les éducateurs à la gestion de ces phénomènes de violence. Il y a des réflexes à avoir dans ces cas-là. On n'aide pas nos dirigeants à gérer ces phénomènes. En accroissant aussi la politique de sanctions, quand on a des auteurs de violence ou de comportements discriminatoires, de séparatisme, effectivement. Oui, mais les sanctions, si c'est pour le gars qui met un tacle au genou,
il prend 10 matchs ou si c'est pour le gars qui a menacé, mais c'est la violence. Après, c'est vrai que quand elle est en dehors du terrain, ça ne regarde plus la Fédé. Ça va être la police qui va arrêter le mec qui est en tribune, vient pour foutre la pression à un arbitre ou le guet-apens dans le vestiaire. C'est ça. On a un devoir de signalement par rapport à ça et on a un devoir effectivement de travailler avec des partenaires qui vont nous permettre de donner des vraies réponses à ce sujet-là. Ceux qui mettent le bordel sur le bord des terrains dans le football amateur sont en partie communs avec ceux qui le font aussi dans les tribunes des footballs professionnels. Qu'on aille voir les préfets pour les interdire de stade, qu'on prenne des sanctions qui permettent véritablement de les écarter d'une pratique où on n'a plus envie de les voir.